Bien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui jeudi, donc pas vendredi comme c'est l'habitude pour le VIP, mais nous avons dû changer un petit peu nos programmes puisque demain, Canal 10 sera en direct de la plénière du Conseil régional et donc c'est la raison pour laquelle nous accueillons aujourd'hui Pierre-Yves Chicot, avocat, universitaire, politiste. Bonjour Pierre-Yves Chicot. Bonjour Dany Sandonis. Et merci d'être avec nous. Il sera interrogé tout à l'heure avec moi par Marie-France Gougeot-Etna. Bonjour. Bonjour à tous. Et je rappelle que la devise du VIP, c'est seulement pour ceux qui le méritent. Ah, merci, voilà. merci. Voilà. C'est écrit là, c'est la devise du VIP. Sinon, après Pierre-Yves Chicot, nous allons recevoir Taï Zagalé, c'est le président de l'association Saint-Martin Uni, membre associé de la CCI de Saint-Martin, pardon, et un peu plus tard, Martin Gérardier, consultant stratégie marketing, et puis nous ferons le point sur l'actualité, la brume de sable et les grossesses, les problèmes, la mobilisation intersyndicale à l'ARS, où on demande le départ de Madame Denux, et puis le président de région qui est toujours en tournée, le Chalusto continue, puisqu'il était hier chantier tout près d'ici, travaux à Jarry. Voilà. Alors, Pierre-Yves Chicot, c'est une personnalité du monde politique, du monde universitaire, très connu en Guadeloupe, et c'est la raison pour laquelle Marie-France Gougeot-Etna a passé du temps sur sa biographie. Marie-France. Absolument, même si je pense que c'est quelqu'un qui ne se confie pas facilement. C'est vrai. Alors, je crois qu'il ne m'a pas tout dit. Voilà. Bon, on saura le reste. Absolument, on pourra lui poser directement. Voilà. Pierre-Yves Chicot, donc vous êtes né en 1968 à Pointe-à-Pitre. Oui. Votre papa était ouvrier maçon, votre maman femme de ménage. De cette union a jailli une grande et belle fratrie recomposée de 10 enfants. Alors vous, le mercredi après-midi, eh bien, vous alliez à la bibliothèque du Centre des Arts et le week-end, vous restiez chez vous. Vous étiez un garçon en fait bien sage et plutôt casanier. Sauf pendant les grandes vacances. Alors pendant les grandes vacances, la plupart du temps, c'était Marie-Galante, c'est l'île d'où est originaire votre papa. Donc là, c'était rassemblement cousin-cousine. Alors vous alliez, vous, le petit citadin que vous étiez, vous alliez de découverte en découverte. C'est-à-dire, on allait attacher les bœufs, on allait à la mare chercher de l'eau, jouer dans la rivière. Voilà. Et vous dites que vous avez de cette époque des souvenirs merveilleux, de la même façon que vous alliez aussi à Sainte-Anne, chez vos grands-parents maternels, où vous étiez accueillis avec la même dynamique bienveillante. Alors donc vous êtes un élève, je l'ai dit, studieux, un petit garçon et un élève studieux. Alors seul bémol, peut-être une fois, en cours d'espagnol, où on vous a surpris en train de dessiner le portrait de Fidel Castro et d'écrire Viva la Révolution, ce qui vous a valu un mot dans votre carnet. Mais alors on peut dire que c'est vraiment la seule exception. Sinon on peut parler vraiment d'un élève très appliqué et aussi très impliqué dans la vie scolaire. Vous avez notamment participé à la création donc, du journal de l'école, du collège Kermadec, avec votre professeur de français, Robert Fontes, et vous étiez aussi membre de la troupe de théâtre. Alors ensuite, eh bien, vous poursuivez vos études au lycée de Bainbridge et vous décrochez en 1990 votre bac. 86, pardon. Je vous ai fait sauter une étape. En 86, donc vous décrochez votre bac. Et là, vous avez envie de devenir journaliste. Vous tentez le concours d'entrée à l'UT de journalisme de Bordeaux, vous échouez, vous ne baissez pas les bras, vous reportez simplement à l'année suivante. En attendant, vous souhaitez ne pas perdre votre temps, donc vous rejoignez votre ami d'enfance, Patrice Tacita, qui est, lui, à la fac de droit à Amiens. Et là, en fait, vous découvrez le droit et surtout vous découvrez que vous aimez et vous vous passionnez pour le droit. Absolument. Finalement, on oublie un peu le journalisme. Vous allez d'abord rester 4 ans à l'université, donc à Amiens, et ensuite vous allez retrouver celle de Paris-Nanterre. Nanterre, c'est ça. Voilà. Et ensuite, donc vous allez, cette fois-ci, vous revenez en Guadeloupe, vous intégrez le conseil régional. Vous en profitez pour vous marier. Votre épouse part en Guyane et vous allez la rejoindre. Nous sommes en 1996. Oui. C'est bien ça, voilà. Et là, vous allez donc passer 10 ans en Guyane. Vous êtes directeur adjoint du cabinet du président du conseil régional. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Pendant cette époque, d'ailleurs pendant les 10 années où vous serez en Guyane, eh bien vous allez également préparer votre thèse sur le thème « L'affirmation juridique de l'exercice de la compétence internationale par les collectivités territoriales ». Et donc vous allez passer votre thèse à l'université de Caen. Oui. Et vous allez donc devenir docteur. C'est ça. Donc ensuite, eh bien, vous revenez en Guadeloupe. Vous revenez en Guadeloupe, pourquoi? Eh bien, pour préparer la 12e conférence des régions ultrapériphériques. Vous dites que c'est une expérience formidable. Vous avez beaucoup appris. Beaucoup. À l'issue de cet événement, le président de région de l'époque, Victorin Lurel, vous propose de devenir directeur d'Interreg. Mais finalement, à la même époque, vous avez également passé le concours pour la maîtrise de conférences. Vous décrochez ce concours et vous optez finalement pour la carrière universitaire. Et vous êtes toujours d'ailleurs dans cette même voie. Mais en même temps,
en même temps, en 2015, eh bien, vous prêtez serment car vous êtes devenu avocat au barreau de Guadeloupe. Vos spécialités, le droit civil, le droit pénal, le droit administratif. C'est ça. Très bien. Votre passe-temps préféré, Pierre-Yves Chicot, eh bien, c'est l'écriture. Absolument. Donc, vous êtes toujours resté très proche du journalisme et vous avez également un fils unique. Aux questions traditionnelles que je pose à mes invités, quelle est chez vous la qualité essentielle chez un être humain? Eh bien, vous dites c'est la sincérité. Le plus grand des défauts, on va dire, le mensonge, la tromperie. Votre plus beau souvenir de vie, la naissance de Maxence, votre fils unique, qui vient d'avoir 18 ans. Le plus mauvais de vos souvenirs, le décès de votre maman en 2004. Tout à fait. Pierre-Yves Chicot, si vous deviez traverser la planète et n'emmener qu'un seul objet dans vos bagages, eh bien, ce serait la Bible. À la question, je vous ai posé, est-ce qu'il y a un homme ou une femme qui, dans votre vie, vous a fait changer de parcours, a modifié votre parcours de vie? Eh bien, spontanément, vous répondez Raoul Cyril Servat. C'était votre professeur de philosophie en terminale. À l'époque, vous apparteniez à la congrégation des témoins de Jéhovah. Grâce à cet enseignant, en fait, vous dites, j'ai appris à douter, à m'interroger, à acquérir un sens critique qui m'a ouvert les yeux. Donc, vous avez quitté les témoins de Jéhovah et vous dites que ce choix a changé donc le cours de votre vie et vous ne seriez pas l'homme qui est en face de nous aujourd'hui sans donc ce professeur de philosophie. Et enfin, la question, quel est votre endroit préféré sur la Terre? Eh bien, vous répondez très spontanément aussi, chez moi, où vous vous sentez bien. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. Merci. Merci Marie-France et merci donc à Pierre-Yves d'être avec nous. Comme toujours dans cette émission, on pose toujours la question d'actualité à notre invité. La question d'actualité, elle est politique. Comment vous avez analysé l'attitude de Mme Pio Bacas? Bon, c'est-à-dire que bon, je peux comprendre qu'il y a eu une forme il y a une manifestation de colère qui s'est traduite par quand même une forme d'hystérisation de son attitude, mais j'ai été, je ne vais pas dire consolé, mais je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Jean-Pierre Sainton, que vous connaissez bien, et qui me disait que Gratien Candace, qui a été maire de Vieux Habitants, si je ne m'abuse. De Baïf. De Baïf, exactement. De Baïf, eh ben, il était pétainiste. Oui. Donc, il a été même ministre d'ailleurs. Oui, il était sous-secrétaire d'État aux colonies. À l'époque, oui. Donc ça veut dire que dans le parcours de notre histoire, nous avons des Guadeloupéens, quelle que soit leur origine, qui ont pu à un moment donné avoir un positionnement politique qui défraie la chronique, un positionnement politique qui est en paradoxe avec notre histoire. Mais bon, ce sont des faits de la vie. Et donc, je pense que Mme Pierre Bacas assume sa prise de position dès le départ, puisqu'elle a fait le choix d'être élue députée européen en étant au Rassemblement national. Elle connaît certainement la ligne idéologique de ce parti et qu'à un moment donné, elle aurait pu se retrouver en porte-à-faux. Et là, elle s'est trouvée en porte-à-faux. Et je pense que quand elle est en conversation avec elle-même, elle doit peut-être regretter le geste qu'elle a commis et qu'elle a manifestement pas mesuré la portée du geste que ça aurait pu avoir en Guadeloupe. Et elle a peut-être pas mesuré à ce point-là que les Guadeloupéens étaient attachés à une certaine histoire, à un certain parcours de ce qui fait le Guadeloupéen. Hier, je termine avec cette question. Hier, j'ai reçu ici votre confrère chez Dissident Barom, qui regrettait beaucoup qu'en Guadeloupe, chaque fois que Mme Pio Bacas prend une position politique de son groupe, qu'on a tendance à indianiser cette position politique. Voilà. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. J'ai eu cette conversation-là avec quelqu'un qui est engagé dans la vie politique et je n'ai pas du tout ce sentiment-là. Donc, et c'est bien de pouvoir en dire qu'avant Mme Pierre Bacas, que Gratien Candace, qui est un afro-descendant guadeloupéen, a pu avoir aussi une prise de position qui est très proche de l'extrême droite. Ibo Simon aussi. Voilà, ici, donc je ne suis pas sûr que... il faut faire attention, parce qu'au regard de ce que vous dites, bon, c'est vrai que nous avons une tendance à être très susceptibles, mais depuis quelque temps en Guadeloupe, j'ai le sentiment qu'on est en train de souffler sur les braises.
on prend beaucoup l'exemple de la Réunion où il y a une espèce de mosaïque de peuples et de confessions religieuses et qui vivent en parfaite harmonie. La Guadeloupe vit aussi en parfaite harmonie avec tous les gens qui vivent ici. Bon, il peut y avoir des tensions ça et là, mais on n'est même pas à des ressentiments latents entre les individus et Dieu seul sait qu'il y a un brassage de population ici. Je dis quand même, faisons attention à ne pas souffler sur les braises et à ne pas faire d'un superlatif ce qui ne doit pas être un superlatif. Marie-France. Alors, une question d'actualité aussi, par rapport aux municipales, aux élections. Premier tour des élections, il y a eu une petite polémique. Ceux qui avaient été élus, donc avec évidemment plus de 50%, mais moins de 25% des inscrits. 3 communes en Guadeloupe sont concernées, Baie-Mahault, Petit-Bourg et Lamentin. Quel est votre avis, en fait? Est-ce que effectivement ces maires-là sont élus au premier tour, selon vous, ou en fait ils auraient dû se représenter? Moi, je parle toujours du point 6. La formule latine, elle est claire, c'est Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, la voix de Dieu. Il y a des gens qui se sont déplacés alors qu'on était dans un contexte sanitaire compliqué pour mettre le bulletin dans l'urne. Donc, on ne peut pas leur faire le reproche de s'être mobilisés, de s'être déplacés, d'avoir accompli leur geste civique. Et puis, excuser ceux qui n'y sont pas allés, même si on peut avoir une forme d'indulgence et comprendre le fait qu'ils n'y soient pas allés. Pour moi, à partir du moment où la voix du peuple s'est exprimée et qu'on avait la liberté de se déplacer et de le faire et qu'il n'y avait pas eu de restriction, en tout cas officielle, qu'à ce moment-là, il faut respecter le suffrage universel. Et je vais vous donner un autre exemple, c'est ce qui s'est passé en Guyane le 24 janvier 2010, où les gens disent que comme il y a eu très peu de personnes qui se sont déplacées pour dire non à l'application de l'article 74 en Guyane, que la date du 24 janvier 2010 n'est pas un signifiant démocratique parce qu'il n'y a pas suffisamment de Guyanais qui ont rejeté l'article 74. Et pour autant, l'histoire a continué, juridique, politique, et depuis 2015, il y a une collectivité unique en Guyane qui est régie par l'article 73 de la Constitution. D'accord. Alors, tout à l'heure, en écoutant la bio faite par Marie-France, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que nous avons un point commun. Mon maître à penser idéologique et politique, c'est Raoul Servat. Alors, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que chez vous, Servat a marqué? En quoi il vous a marqué? Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Raoul Cyril Servat, et quand Marie-France évoquait le souvenir, l'émotion m'a étreint, c'est que tout d'abord, c'était un homme gentil, c'était un homme doux, c'était un homme aimant, c'était un professeur qui aimait ses élèves et qui aimait enseigner. Et ça, il nous le transmettait. Et puis, il y avait quelque chose d'autre, c'est que je revois Raoul Cyril Servat assis dans le salon de mes parents au Mont-Bernus, derrière l'hôpital, très simplement. Et c'est quelqu'un qui aimait permettre à l'autre de dépasser sa condition initiale. Et puis, il y a autre chose qu'il m'a donné enfin, c'est ce goût pour son identité propre, aimer ce qu'on est, aimer son pays, aimer le pays dont on est issu. Et évidemment, ça a donné les convictions nationalistes, patriotes. Oui, et d'ailleurs, en fait, pour rebondir sur ce que vous dites, vous avez donné une conférence au TEDx, je crois, l'année dernière. Oui. Vous avez repris ces propos et vous disiez, en fait, la Guadeloupe, il faudrait la vivre comme un pays. Oui, tout à fait. Oui, j'en suis intimement convaincu. J'en suis intimement convaincu, même si historiquement et juridiquement, nous sommes dans la situation que nous connaissons. Mais je m'intéresse beaucoup de plus en plus à la cosmogonie, c'est-à-dire ce qui va transcender les hommes et qui va leur permettre de se dire qu'au-delà de leur existence terrestre, il y a ce que j'appelle moi un supraterrestre. Et pour ne pas aller trop dans les détails, c'est que la Guadeloupe, c'est un fait unique. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver la Guadeloupe en Asie, on ne va pas trouver la Guadeloupe en Afrique, on ne va pas trouver la Guadeloupe en Europe. La Guadeloupe est un fait unique. Et que parce que la Guadeloupe est un fait unique, c'est donc un pays pour moi par essence, avec une cohérence territoriale, avec une cohérence culturelle, une cohérence linguistique, etc. etc. Pierre Chico, je crois savoir, si je ne me trompe pas, que vous avez été proche ou
ou militant de l'UNEG. Absolument. Dans votre jeunesse, l'Union nationale des étudiants et élèves de la Guadeloupe, qui a disparu aujourd'hui. Quand on regarde un peu le paysage politique guadeloupéen, particulièrement du côté nationaliste, on a l'impression que ce mouvement-là s'est éteint progressivement, qu'il n'a plus la force des années 80-90 à peu près. Comment vous analysez ce reflux de mouvement qui a été très identitaire, créole, gouka, musique, etc., et qui aujourd'hui, c'est un petit peu, on va dire disparu, mais enfin, c'est amoindri. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est non pas formuler un regret, mais dire tout l'héritage qui a été laissé par le mouvement patriotique, c'est-à-dire ce que on appelle aujourd'hui la remounisation. Oui. Ce processus, ce phénomène de remounisation guadeloupéen existe encore, comme vous l'avez indiqué, Danick. C'est que il y a encore. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, et quand mon père a appris au collège que nous apprenions, mes frères, mon frère, ma soeur, ma grande soeur, parce que ma petite soeur était encore à l'école primaire, on s'initiait au goka, qu'on apprenait à être des boulariens, à chanter le goka. Mon père s'est offusqué. Il nous a dit, c'est gros tambour, c'est gros... Bon, enfin, ce qu'on sait qu'on disait sur le goka. Et je profite pour lui rendre hommage, c'est l'ancien bassiste de Café, Charles Laurent, qui est, je crois, toujours dans l'éducation nationale. Je ne sais pas s'il est devenu chef d'établissement depuis, mais à l'époque, il était conseiller principal d'éducation au Collège Nestor de Kermadec. Il avait monté un club de Goka, et c'est là que nous avons appris à Boula. Et ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, c'est que ce propos-là qui a pu être tenu par mon père qui après a revu sa position, on ne le dirait pas aujourd'hui. Oui. J'ai un grand frère du côté de ma mère qui s'appelle Joël Séjor, qui est fabricant de cas et qui gagne sa vie en fabriquant des cas. Donc ça veut dire que si les Guadeloupéens se sont réconciliés avec leur musique, avec leur langue, par exemple avant, on ne pouvait pas draguer en créole. Aujourd'hui, les jeunes, les jeunes de l'âge de mon fils peuvent facilement draguer en créole, ce qui n'était pas le cas avant, puisque le créole était considéré comme un patois, voire même comme un dialecte. Et donc, ce que j'ai envie de retenir, c'est cet héritage-là qui nous a été laissé et qui laisse encore des traces indélébiles aujourd'hui. Par contre, le fait qu'il y ait eu ce reflux, cet étiolement du mouvement patriotique lié à plusieurs raisons. D'ailleurs, j'ai une ancienne étudiante qui était à Fouillol, qui est actuellement au Canada, qui est en train de faire sa thèse de doctorat sur le sujet qui concerne le mouvement national guadeloupéen. Et pour moi, une des raisons qui explique ça, c'est 1986, à partir de 1986, c'est le processus de libéralisation de l'économie mondiale. C'est à partir de 1986 que le phénomène de la mondialisation surgit. Et on a toujours tendance à croire en Guadeloupe qu'on est épargné par les grands mouvements du monde. Et un des éléments, à mon avis, saillants, en tout cas qui est extrinsèque à l'étiolement du mouvement patriotique, c'est la libéralisation de l'économie mondiale, c'est la déliquescence de la fracture qui existait entre le nord, entre l'ouest et l'est, et puis le capitalisme qui devient la figure du développement. Parce que le mouvement patriotique à l'époque était plutôt porté par l'idéologie marxiste-léniniste, alors qu'à partir de 1986, c'est le libéralisme économique qui explose et qui va donc démoder tous les mouvements politiques qui étaient d'obédience marxiste-léniniste. Alors, mais pensez-vous, alors que la question institutionnelle, c'est la réponse, est-ce que ça fera évoluer notre territoire? Alors, j'ai beaucoup écrit sur cette question-là. Je pense qu'avant de considérer la forme, il faut considérer le fond. Et c'est pour ça, même si on a beaucoup de reproches qu'on pourrait faire à l'électorat guadeloupéen, il y a quand même un bon sens populaire. C'est-à-dire que le Guadeloupéen, sur cette question-là, va dire à ceux qui revendiquent ce que j'appelle plus la transformation institutionnelle ou la transformation statutaire que l'évolution, va leur demander de faire leurs preuves. Et pour le moment, c'est pas que le Guadeloupéen, contrairement à ce qu'on peut penser, est réfractaire à cette idée de davantage de responsabilité, parce que c'est l'histoire de notre pays, que celui de la responsabilité. Dernièrement, par WhatsApp, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des billets de banque
de la Banque de Guadeloupe. Oui. Donc ça veut dire que l'exercice de la responsabilité, l'exercice de l'autonomie, nous avons déjà connu ça dans notre histoire. Sauf que, depuis quelques années, nous avons une classe dirigeante politique qui, pour des raisons et d'autres, notamment le fait qu'il y a eu cette culture de la dépendance qui a été inoculée pendant très longtemps, qui n'est pas versée à un exercice effectif des responsabilités. Et donc forcément, le Guadeloupéen, même s'il aurait aimé être volontariste, quand il regarde les actes politiques, il rétropédale et va considérer que sa classe dirigeante n'a pas encore les vertus attendues pour exercer des responsabilités qui correspondent à une transformation institutionnelle ou statutaire comme on connaît en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de patriotisme, quelque chose? Mais il existe, mais même si ce patriotisme local-là explosait, si les Guadeloupéens se rendent compte que ceux qu'ils vont porter aux responsabilités ne sont pas en capacité d'exercer ces responsabilités, la confiance ne sera pas donnée. Ça veut dire que le peuple guadeloupéen est méfiant. Absolument. Oui. Ah oui, tout à fait. C'est limpide qu'il est extrêmement méfiant, qu'il est extrêmement viatif. Et souvent, je dis ça, j'en discutais avec des gens il n'y a pas longtemps, quand vous vous présentez aux élections pour la première fois, notamment aux élections municipales, une élection locale, c'est très rare que le Guadeloupéen vous donne le sésame la toute première fois. Il aime la femme ou l'homme qui va partir le couteau entre les dents et qui va remettre l'ouvrage sur le métier à plusieurs reprises avant de lui dire « tu as fait tes preuves, eh bien tiens ». Pourtant, régulièrement, il va y avoir des élections le week-end prochain. On parle de renouvellement de cette classe politique. Est-ce que depuis que vous êtes revenu de la Guyane, vous sentez ce renouvellement en avance? Oui, en tout cas, quand je fais un comparatif entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, surtout entre la Guadeloupe et la Martinique, là où le turnover démocratique, c'est-à-dire où on va changer des gens, est le plus fort, c'est en Guadeloupe. Oui. Donc, ce mouvement de renouvellement, il existe bel et bien. Peut-être que pour certains, ça ne va pas assez vite, mais il existe. Donc, pas suffisant quand même pour donner plus de confiance au peuple. C'est-à-dire que, ceux qui arrivent ne donnent pas le sentiment de franchir un palier supplémentaire pour changer les pratiques et notamment avoir comme objectif principal l'efficacité des services publics, l'efficacité des politiques publiques et sortir le citoyen de la dépendance. Parce que ce qu'on peut regretter, c'est qu'on fait de l'électeur guadeloupéen un mendiant. Ce qui fait qu'on est incapable de sortir du « kao ka fait ban moins » pour « kao ka fait ban nous ». C'est-à-dire que quand le candidat va faire son porte-à-porte, l'individu lui dit « qu'est-ce que tu fais pour moi ?» « Kao ka fait ban moins ». Mais il ne fait pas encore éclore le projet collectif. Oui. Et dans la campagne électorale, ça sert le candidat. Donc, il suffit de donner telle ou telle chose pour qu'on puisse... Et c'est une pratique qu'on connaît depuis très longtemps, qui est en train de s'essouffler progressivement, parce que de plus en plus, les Guadeloupéens sont demandeurs d'efficacité des politiques publiques. La preuve, ce qui s'est passé à Margaillard concernant l'eau, c'est-à-dire de plus en plus, les gens deviennent exigeants pour leur cadre de vie, mais ce n'est pas suffisant pour faire... franchir encore un palier politique à palier qualitatif à ceux qui sont candidats. Il va être 13h. On va prendre la première pause dans cette émission. Je rappelle que nous recevons M. Pierre-Yves Chicot, universitaire, avocat aussi, politiste, avec moi, Marie-France Goujoetna. Nous l'interrogeons. On le retrouve dans tout un moment. Pour terminer cet entretien, il nous restera 15 minutes à peine, Marie-France. Des questions très longues et très courtes. Très courtes alors. 15 minutes. Voilà, retour sur le plateau du ZCL VIP. Je rappelle que nous recevons Pierre-Yves Chicot en compagnie de Marie-France Goujoetna qui va poser la nouvelle question. Avec plaisir. Pierre-Yves Chicot, alors, dans la foulée des élections municipales, l'élection des présidents donc, des communautés d'agglomération, c'est un poste qui est très convoité. Les communautés d'agglo sont aujourd'hui effectivement entre guillemets super puissante par rapport aux communes. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on peut... quels sont les critères pour choisir le président? Est-ce que c'est son ancienneté, son expérience? Est-ce que c'est la commune où il y a le plus, effectivement, où la population est la plus importante? Selon vous, quels seraient les meilleurs critères?
Alors, il y a deux éléments. La première, c'est que compte tenu du fait que les communautés d'agglo sont composées de conseillers communautaires, mais issus des communes, évidemment, et que on pourrait imaginer que dans les communautés d'agglomération, il y a une présidente tournante. Il me semble que c'est le principe qui a été arrêté à Cap Excellence, ce qui n'est pas le cas partout. Mais le deuxième élément, c'est que le critère qui prévaut généralement, c'est qu'on va désigner, en qualité de président de la communauté d'agglomération, le maire qui est issu de la commune avec le poids démographique le plus important. Et ça semble être la règle qui s'impose, non seulement ici, mais un peu partout ailleurs. Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de présidence tournante, alors, puisque ce sera toujours la même présidence, c'est ça le problème? Oui, c'est-à-dire que quand on retient le critère de la démographie, la présidence, elle est figée et revient de manière générale au maire de la commune qui a la démographie la plus importante, sauf à imaginer, comme dans le cas de l'Union européenne, où on pourrait avoir des alliances entre les communes de cette communauté d'agglo pour mettre en minorité la commune qui serait la plus démographiquement majoritaire. D'accord, mais ça pourrait créer une mauvaise ambiance. Et c'est pas tout à fait. Alors ceci étant, il y a deux choses. C'est que pour la Guadeloupe, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le redis ici, l'intercommunalité n'est pas possible, ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas respect des pouvoirs municipaux. C'est-à-dire qu'aucun président de communauté d'agglomération ne peut pas venir en gonflant le poitrail en se disant « ma commune est la plus grande, j'ai été élu avec le plus d'habitants, donc je vous impose ma vision et je vous impose mon projet ». Ça ne fonctionnera pas. Et ça ne fonctionne pas comme ça en Guadeloupe. La deuxième chose qu'on peut imaginer, c'est la répartition entre les maires qui composent en particulier le bureau de la communauté d'agglomération, qui est des prérogatives importantes qui soient données. Et puis la troisième chose, j'avais dit deux choses, mais il y en a trois, c'est que vous avez une loi qui date du 27 décembre 2019, une loi sur la proximité, qui fait réémerger le pouvoir municipal et pour empêcher qui est implicite dans votre question, empêcher qu'il y ait l'omnipotence, l'omniprésence d'un seul, alors qu'il y aurait plusieurs municipalités qui sont représentées. Et d'ailleurs, on a créé ce qu'on appelle la conférence des maires au sein des communautés d'agglomération. D'accord, merci. Cela dit, si on prend l'exemple de Cap Excellence, cette communauté d'agglo est souvent considérée à tort ou à raison comme une région bis. Moi, je trouve que c'est très important ce que vous dites là, Danick. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, même si on a tendance à dire qu'il y a trop d'assemblées ici. Je pense que pour conserver un certain équilibre, une certaine stabilité, c'est important qu'il puisse y avoir des contrepoids démocratiques et des contrepoids territoriaux. Et bon, c'est dommage que l'aménagement du territoire en Guadeloupe ne soit pas une politique publique, qui est une politique publique qui est très perfectible, oui, avec un centre qui est très fort, Pointe-à-Pitre, Abimbe, Mao, et avec d'autres coins du territoire qui sont plus ou moins en situation de désert. Bon, c'est dommage qu'on soit dans cette situation-là, mais c'est aussi intéressant qu'on puisse avoir une communauté d'agglomération avec une compétence développement économique qui est très développée et qui a une vision pour une partie du territoire et qui pourrait tirer le reste du territoire. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas que des inconvénients à avoir des pôles territoriaux forts. Oui, même en matière touristique, à Cap Excellence. Absolument. Absolument. Que les autres communautés d'agglo ont un petit peu négligé. Alors, je voulais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la défiance entre notre peuple guadeloupéen et ses élus. C'est ce qui explique qu'on soit arrivé à 17 congrès avant d'avancer sur un changement ou une évolution statutaire. Mais je pense que ce qui se passe, oui, la défiance, c'est aussi la distance. Oui. Et la défiance et la distance, c'est parce qu'il y a incompréhension. Vous savez, quand je suis revenu, et Marie-France en a parlé, en Guadeloupe en 2006, après mes 10 ans de Guyane, où j'ai beaucoup travaillé avec le président Karam sur ces questions-là, d'évolution, de transformation institutionnelle, je suis revenu en Guadeloupe comme étant une conviction. C'est-à-dire que je ne faisais pas de propagande, mais
on sentait la conviction au fond de moi de cette nécessité-là. Sauf que, quand vous vous adressez à des gens, ces gens-là constituent un auditoire. Ils ne peuvent pas être des pots en fer ou des pots en terre. Il faut être capable, pour établir le dialogue et la conversation, être en capacité d'entendre ce que les gens vous disent. Et à force de livrer des conférences dans toutes les communes de Guadeloupe, on comprend le cœur du pays. On comprend ce que Raoul Sillery sert, le sens du pays. Alors, beaucoup de gens répètent dans leur discours, là, le sens du pays, le sens du pays. Mais comprendre le sens du pays, c'est d'abord écouter ce que les gens ont envie de vous dire. Et ce que les gens disent par rapport à cette question-là, c'est faites d'abord vos preuves. Et quand vous aurez fait vos preuves, je vous donnerai ma confiance. On est dans cette situation-là. Oui. Et malheureusement, moi je déteste faire de l'autoflagellation parce que je pense qu'on est aussi bourré de talent, mais il y a des politiques publiques en Guadeloupe pour lesquelles c'est très lacunaire, et comme c'est très lacunaire, ça ne donne pas confiance aux Guadeloupéens d'avoir envie de donner une clé beaucoup plus grande qui va ouvrir une porte beaucoup plus grosse, beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grande, etc. On est dans cette situation-là. Et on aura beau faire des congrès, sauf à ce qu'on donne, qu'il y ait un gouvernement particulier qui donne un coup de poing, voilà. Comme Sarkozy avait essayé de le faire en Guadeloupe dans le discours de Petit-Bourg, et qu'il a fait aux Guyanais et aux Martiniquais, qu'il a dans une certaine large mesure piégé. Voilà, les choses vont rester en l'état. Marie-France. Alors le Covid s'est invité donc sur la planète. Le FMI ce matin est annoncé donc une baisse de croissance de 12,5% pour la France, la plus forte baisse jamais depuis 1145, ça doit être la plus forte baisse. Selon vous, la Guadeloupe, comment va-t-elle réagir? Est-ce que finalement on va retrouver un élan d'énergie pour s'en sortir? Parce qu'on est petit justement et que c'est possible? Alors, deux choses là aussi. La première, c'est que la situation d'affaissement économique est réelle. Il se ressent en particulier dans les professions libérales. Hein. Je parle par exemple des avocats que je connais bien, mais aussi par exemple des traiteurs. Je parlais avec un ami traiteur qui me disait qu'il a perdu pratiquement 75% de son chiffre d'affaires en raison de manifestations qui ont été annulées, en raison de mariages qui ont été annulés. Donc ça joue sur l'activité économique d'une entreprise. La deuxième chose, c'est que l'entrepreneuriat, entreprendre, être chef d'entreprise, c'est avoir une force de caractère, c'est avoir une santé physique. Et à mon avis, si ces deux éléments-là sont combinés, on va repartir. Alors, évidemment que c'est heureux quand on a un plan de soutien, un plan de relance, qu'on a un contexte favorable, etc. Mais si je parle des individus avec la formule de Jean Baudin, il n'y a de richesse que d'hommes, la santé physique et la santé mentale va faire qu'on va repartir. Et j'y crois très fortement. Certainement, oui. Alors, je voulais m'adresser cette fois-ci à l'avocat. Oui. Il y a une tendance depuis quelques années en Guadeloupe, c'est de faire appel à des avocats français, plutôt que des Guadeloupéens. Alors, est-ce que ça signifie que les avocats guadeloupéens subissent, comme les politiques, une certaine défiance de la part des concitoyens? Alors, je suis heureux que vous posiez cette question et je vais être brutal. Je préviens. J'ai eu une conversation avec une de mes anciennes étudiantes qui était sortie major de promotion à Fouillol, une fille de grand talent, qui a réussi le barreau et qui est rentrée au barreau pour être avocat spécialisé en contentieux administratif. Et nous avions cette conversation sur les bancs du tribunal. Et elle est obligée de développer des spécialités en procédure collective pour aider des entreprises en difficulté, faire du droit de la famille, parce qu'il y a une absence de confiance de la part de la très grande majorité des collectivités publiques, des collectivités territoriales, à l'endroit des avocats guadeloupéens. Ils ne sont pas tous comme ça. Il y a une petite minorité, très petite minorité. Je ne parle pas de moi, je parle de ma consoeur, mais j'aurais pu parler de moi avec des exemples parlants et des anecdotes qui feraient pleurer des Guadeloupéens dans les chaumières. Mais il y a une tendance, c'est vrai, systématique, en particulier pour le contentieux des collectivités territoriales, à considérer peut-être que nous sommes des juristes de très peu de qualité, que nous sommes des très peu de gens, et que systématiquement, qu'il faudrait, pour
systématiquement qu'il faudrait que lorsqu'on a un problème juridique, avoir affaire à des avocats de l'extérieur. Alors tout le monde doit manger. Alors un des griefs, alors parce que moi pour être honnête et objectif, je vais dire ici un argument qui m'a été opposé en me disant que oui, mais les avocats guadeloupéens sont plus chers. Et moi, ce que j'ai eu à dire à cette personne-là ou à ces personnes-là, c'est de dire même si ils étaient plus chers, mais l'argent-là reste entre nous et qu'à tout d'entre nous. Et donc, il va permettre de remplir un chariot ou ils font pêcher vendre. Donc ça veut dire que ça circule dans l'économie. Oui. Donc vous voyez que là aussi, à partir de cette question-là, et c'est pas simplement les élus qui ont un palier qualitatif à franchir. Je peux vous donner un dernier exemple. À l'occasion du premier tour des élections municipales, eh bien, il y a eu des recours. Moi, je vais garder le secret professionnel. Il y a une équipe en place qui m'a fait confiance, qui m'a confié le dossier de défendre ses intérêts. Mais dans d'autres communes, dans d'autres communes, grandes communes, ce sont des avocats de l'extérieur qui sont sollicités. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas ça pour jeter la pierre. Moi, comme je ne suis pas très vieux, Marie-France a dit mon âge, mais je considère que j'ai déjà vécu plus longtemps sur Terre que ce qui me reste à vivre. Et que ce type de combat-là, si je le mène pas pour moi. Je le mène pour les étudiants que nous formons à Fouillol et qui sont très souvent, quand ils arrivent en 4e et en 5e année, de très grande qualité. À l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai des étudiants que j'ai eus, ça fait 25 ans que j'enseigne à l'université, qui sont devenus mes confrères et que je vois développer leur activité avec qualité et sérieux. Et donc, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut, mais on ne doit jamais oublier qu'on vient de quelque part. Et moi, s'il y a quelque chose qui guide ma vie, c'est que, pour moi, c'est de ne pas oublier d'où je viens, que ce soit mon quartier d'origine ou mon pays d'origine. Voilà. Juste une précision, est-ce que le barreau guadeloupéen réagit à ce genre de pratique? Oui, bien sûr, on peut dire que le barreau est très actif, le conseil de l'ordre qui est en place, le bâtonnier qui est en place, celui qui était là avant également, et ceux qui étaient là avant, on œuvre pour que la qualité des avocats guadeloupéens soit connue, pour dire que ce sont de très bons juristes, que ce sont des gens qui sont sérieux, qui sont rigoureux, et que quand on a besoin d'être opéré d'une appendicite, par exemple, on ne va pas solliciter un médecin généraliste à Bordeaux ou à Toulouse, on sollicite son médecin de quartier. Donc, le palier qualitatif qu'on a besoin de franchir, même si l'écrasante majorité des Guadeloupéens font confiance aux avocats guadeloupéens, mais il faut dire que le problème se situe au niveau des collectivités publiques. Ce ne sont pas les individus guadeloupéens qui ne font pas confiance aux avocats guadeloupéens. Ce sont les collectivités publiques qui, dans une très large mesure, ne sollicitent pas, ou en tout cas, ne serait-ce que dans un premier temps, les mettre à l'épreuve. Et si ça ne fonctionne pas, ils pourraient regarder ailleurs. Oui, Francis, c'est la dernière question. Juste pour poursuivre ta question, en fait, oui. Et justement, quand vous plaidez très souvent au tribunal, devant vous, vous avez un parterre de magistrats, notamment juges ou procureurs, qui très souvent sont blancs. Oui. Est-ce que ça met mal à l'aise un avocat, justement, guadeloupéen? Ou alors, est-ce que vous ne dites pas qu'il y aurait une mixité à imposer? Bon, il y a aussi des magistrats qui sont d'origine antillaise, il y en a, mais qui sont très rares. Oui. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu la chance d'être élevé par une maman, Olza Séjor, épouse Chico, qui pour moi était une femme très intelligente et qui ne nous a pas éduqués sur des présupposés d'apparence. Ce qui fait que, en tout cas mes frères et sœurs et moi, nous sommes très à l'aise avec les gens. J'ai vécu 10 ans en Guyane et c'était des années merveilleuses de ma vie. J'ai vécu 4 ans, 5 ans à Amiens, en Picardie, c'était des années merveilleuses. Je n'ai pas ces problèmes-là. Si vous posiez la question peut-être à quelqu'un d'autre, il vous répondrait autre chose. Mais moi, ça ne me pose aucun problème. À partir du moment où j'ai bien préparé mon dossier, que je suis pétri de la conviction de ce que je vais dire, je n'ai aucun problème pour défendre, pour plaider, pour argumenter. Ça ne me pose vraiment aucun problème. Et les relations sont de très bonne aloi, en tout cas en ce qui me concerne, avec les magistrats.
Une toute petite question et on termine vraiment. Dimanche prochain, vous croyez à l'abstention ou à une participation supérieure au premier tour? Alors, hier soir encore, je regardais les conférences sur Facebook et je me dis vraiment, quand on regarde les conférences des campagnes municipales en Guadeloupe, on a vraiment l'impression que les élections municipales, c'est quelque chose de guadeloupéen. J'ai même vu un candidat à Sainte-Anne pris d'émotion et pleurer en train d'évoquer certains souvenirs. Et moi, je pense qu'il risque d'y avoir un sursaut dans la mobilisation pour les élections municipales, parce que s'il y a une élection qu'on aime en Guadeloupe, ce sont bien les élections municipales. Ben, ce sera le dernier mot pour aujourd'hui. Merci en tout cas à Marie-France Bougeot et merci aussi à Pierre-Yves Chicot qui a répondu avec sincérité à toutes nos questions. Et peut-être il en manquera encore, bien sûr. Bien sûr, On le fera revenir. On le fera revenir dans quelques temps. Voilà, on va tout de suite.